Bonsoir à tous. Moi aussi, je suis très heureux de vous accueillir à ce débat en présence donc de quatre invités. Je vais les présenter successivement. À ma droite, Christina Kruger, qui est avocate au barreau de Strasbourg et ancienne bâtonnière, qui est membre de la délégation française auprès du CCBE et qui s'intéresse particulièrement au sujet qui est le nôtre ce soir. Sophie Chéniaud, qui est conseillère justice civile à la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne, et à ma gauche, Monsieur Laurent Méret, professeur de droit, qui nous fera part d'un témoignage personnel et qui nous donnera peut-être aussi son avis sur ces textes qui sont en cours d'étude auprès du Conseil de l'Union européenne. Et enfin, last but not least, M. Patrick Leffa, président de Transparency International. Alors, le sujet dont nous allons parler ce soir, c'est un phénomène qui est encore peu connu et étudié en France, le concept anglo-saxon de SLAPP, et qui fait référence aux poursuites ou aux menaces de poursuites judiciaires, et maintenant le plus souvent d'entreprises, dirigées contre des individus ou des organisations qui tentent de dénoncer ou critiquer leurs produits, services ou communications. La notion de SLAPP a été conceptualisée il y a maintenant à peu près 50 ans, dans les années 70, aux États-Unis, par deux professeurs américains de l'université de Denver. Et sur la base des premiers travaux qu'ils ont menés dans les années 70, ils ont défini les procédures SLAPP, qui est l'abréviation de Strategic Dispute Against Public Participation, comme des poursuites civiles émises contre des organisations non gouvernementales ou des individus en raison de leur militantisme sur des questions d'intérêt général, et ce en vue de privatiser le débat public. Alors au cours des 20 dernières années, des lois dites anti-SLAPP ont été adoptées à l'étranger, et particulièrement par certains États des États-Unis d'Amérique, mais également des provinces du Canada et aussi en Australie. 29 États américains ont à l'heure actuelle des législations anti-SLAPP, et je parlerai notamment de celle de Californie, la California Anti-SLAPP Law de 1992, qui représente l'une des premières lois qui vise spécifiquement à lutter contre ces procédures. Aucune législation nationale spécifique n'existe et n'a été promulguée aux États-Unis, bien que le Speak Free Act a été adopté en 2015 et permet d'opposer une fin de non-recevoir à une poursuite visant à limiter la liberté d'expression d'une personne. Au Canada, les lois anti-SLAPP canadiennes se sont fondées sur le modèle américain, et au niveau national, le Canada s'est doté en 2010 d'une loi, la Uniform Prevention of Abuse of Process Act, qui vise à empêcher donc les recours abusifs et à promouvoir l'exercice de la liberté d'expression. Enfin, en Australie, les moyens légaux qui permettent de lutter contre les poursuites stratégiques qui altèrent le débat public sont institués par deux lois fédérales, la Protection of Public Participation Act de 2008, qui fait en quelque sorte état de loi anti-SLAPP. Alors, vous savez, la question de la protection des droits humains se trouve au cœur des débats qui entourent le phénomène des poursuites stratégiques qui altèrent le débat public. Ces procédures judiciaires, nous le savons, peuvent impliquer un conflit entre le droit à la réputation des demandeurs et les droits à la liberté d'expression, à la participation publique et à un procès équitable des défendeurs. La jurisprudence française et celle de la Cour européenne de Strasbourg offrent, me semble-t-il, des clés de lecture essentielles à l'analyse de l'impact des poursuites bâillons en termes de droits humains. Sans donner des exemples très précis de procédures qui ont eu lieu, que ce soit sur le continent européen ou outre-Atlantique, je rappellerai simplement le premier arrêt de la Cour d'appel de Paris, qui est une illustration marquante du phénomène des poursuites bâillons en France de 2005,
à l'occasion d'un procès intenté par la compagnie pétrolière Esso à l'association Greenpeace en contrefaçon et en dénigrement à la suite d'une campagne contre la société mère de la requérante ExxonMobil, la Cour d'appel a ainsi souligné l'échec de la stratégie procédurale mise en œuvre par la compagnie pétrolière, et je cite, « Considérant que la société Esso soutient que l'association Greenpeace France interviendrait dans la vie des affaires, dès lors que d'une part elle offrirait à la vente des t-shirts portant les signes litigieux et que d'autre part elle appellerait au boycott de ces produits, mais considérant qu'en formulant de telles allégations, la société Esso fait preuve de la plus parfaite mauvaise foi. » Pour ce qui concerne les avocats, puisque nous sommes pour la plupart des confrères, je rappellerai une récente décision qui a été rendue contre un avocat français pour diffamation envers des lanceurs d'alerte congolais. C'est une décision assez récente qui est soumise au recours devant la Cour d'appel. J'y reviendrai peut-être. Et donc, en fait, l'idée de ce débat, c'est bien évidemment de parler de la législation actuelle, car comme vous le savez peut-être, l'Union européenne s'est intéressée aux procédures anti-SLAPP, et en avril dernier, la Commission européenne a proposé deux textes, une proposition de directive, dont va nous parler Sophie Chignot, et une recommandation d'application directe qui a été publiée au journal officiel de l'Union européenne. Et c'est donc la base, si vous voulez, de la législation européenne, puisque vraisemblablement, courant 2023, nous aurons une législation européenne. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que au niveau du Conseil de l'Europe, le Conseil de l'Europe travaille lui aussi sur une législation. Alors, ça sera plus exactement une recommandation dans ce que promulgue le Conseil de l'Europe. Et en fait, on s'aperçoit que ces textes vont un petit peu vers le même but, essentiel, protéger effectivement notamment les lanceurs d'alerte. Et ce sera intéressant d'attendre une représentante du Conseil de l'Europe qui, après les différents intervenants qui sont autour de moi, nous parlera effectivement de ce texte qui est initié par le Conseil de l'Europe et dont l'issue probable sera courant 2023. Donc voilà, je donne tout de suite la parole à Laurent Néret en le remerciant d'être présent. Merci. Merci Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, je crois que ce soir je cumule un peu les défauts parce que je suis ni militant défenseur des droits de l'homme, ni avocat, et pas plus journaliste que sont ceux et celles qui sont visés à titre principal par les textes dont on a parlé ce soir. Donc je prie de bien vouloir excuser le fait que mon témoignage sera un témoignage d'un académique, mais peut-être que je dis d'une manière telle que cette profession peut-être un peu oubliée, même si elle est citée à un moment donné ici ou là dans les textes, est une profession tout à fait visée par ce type de procédure, et notamment c'est ce qui a donné lieu au texte outre-Atlantique, aux États-Unis et également au Canada. Que vous dire ? D'abord que l'acronyme dont vous avez parlé, Monsieur le Président, SLAPP, Strategic Lawsuits Against Public Participation, signifie en anglais claque. Est-ce que c'est une claque que d'être au milieu d'un combat qu'on n'a pas choisi, quand, comme moi, les professeurs de droit, ici, peu ou pas me connaissent, donc pas de personnalité connue. C'est intéressant à dire du point de vue du cadre dans lequel ces actions peuvent se évoquer, mais je dirais que d'un point de vue de l'expertise et de l'objectivité, avec une certaine oreille de la part du ministère de la Justice pour préparer un certain nombre de textes en droit de l'environnement, ou bien du Parlement également, et aussi des journalistes, en l'occurrence un peu le monsieur droit de l'environnement dont on veut avoir regard quand il y a un texte en la matière. Donc c'est intéressant. À la fois, pas la notoriété d'un grand nom, mais une forme d'expertise reconnue sur un domaine, une forme de niche. Jusque-là, si vous voulez, imaginez bien qu'au levant le matin, je ne disais pas que j'étais la star du domaine et qu'on allait risquer de m'embêter pour un commentaire d'une décision de justice, puisque voilà le point de départ, rien d'autre qu'un commentaire dans une revue du juriste classeur d'une décision d'un tribunal correctionnel à l'époque,
et qui condamne à des infractions pénales lourdes pour trafic de déchets, un industriel dont le nom n'a aucun intérêt, un industriel qui, dans l'ensemble de ses sociétés, de son circuit de sociétés et de filiales, a en réalité, alors qu'il devait dépolluer des déchets très dangereux, en l'occurrence des déchets contaminés au PCB, avec un risque de cancérigène pour les salariés, et puis pour l'entourage, parce que quand on les fait brûler, ça entraîne des conséquences sur les pâturages autour et sur la nature. Bien, je commande cette décision, comme plein d'autres, en y mettant toute l'attention, mais je dirais pas plus, juste ce qu'il faut faire pour la modique somme des 70 € de droits d'auteur. Ce sera important pour la suite tout de même, parce que c'est le seul intérêt que j'y avais. Je fais une déclaration d'intérêt par ailleurs. Je n'ai jamais eu de carte dans un parti politique, pas plus que je n'ai eu de carte dans une association quelle qu'elle soit, ce qui me causera beaucoup d'avantages par la suite. Et ça, je me bénis encore de ce que les canons académiques m'ont mené à tout de même à ce qu'une action qui aura duré 3 ans mène à une victoire. Mais enfin, est-ce une victoire générale sûrement, mais pour moi, certainement pas. Alors, une claque, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Alors, c'est plus bon ton de donner des claques aux enfants ou encore aux adultes, c'est un effet de surprise. Votre éditeur vous appelle, vous êtes en train de terminer un rapport que vous allez remettre à la garde des Sceaux sur droit pénal et environnement. Vous avez une forme de légèreté de satisfaction en vous disant, bon voilà, vous avez aussi œuvré à ce que le préjudice écologique entre dans le code civil. Tout cela, si vous voulez, à part mes enfants et ma famille, la seule satisfaction qu'on en retire, c'est de se dire qu'on a un peu contribué au droit. Mais votre éditeur vous appelle en disant qu'il faut venir nous voir parce qu'il y a un gros problème. Alors vous y allez, et là vous les voyez blancs, blêmes, et vous lui dites, oui, vous savez que vous avez publié une décision où vous citez une décision de condamnation pénale. Jusque-là, oui. Alors là, vous allez relire 1000 fois ce que vous avez écrit en disant quelle ânerie j'ai pu faire. Donc la surprise mène à ce que vous avez un sentiment d'avoir fait une faute. Et pas n'importe quelle faute, une faute grave, la plus grave qui peut exister pour un auteur, un professeur d'université, qui est d'avoir fait non seulement une erreur, mais aussi d'être sorti d'un devoir académique de commenter en toute objectivité, en toute indépendance, une décision de justice. Je relis 1 fois, 2 fois, 10 fois, 1000 fois, et finalement je me dis, mais j'ai accompli mon devoir d'universitaire. Je rappelle que dans le code d'instruction de l'éducation, il est écrit que les universitaires ont un devoir de critique. C'est-à-dire qu'en respirant, c'est-à-dire en commettant mon métier de critique, de commenter une décision de justice, je vous rappelle que le simple fait de citer la décision de justice est diffamatoire. Je me retrouve dans l'éditeur qui me dit « Acceptez-vous que je donne vos coordonnées aux officiers de police spécialisés ?» Sinon, ils viendront chez vous, comme ça a été le cas pour un de mes collègues universitaire à Paris 2, économiste, de Fins, qui lui, on a sonné à 6h du matin chez lui et pour prendre son ordinateur. Donc je dis bien sûr, les personnes au bout du fil ont été extra parce qu'elles ont fait leur métier en disant ben voilà, on doit recueillir un certain nombre de données, c'est vous qui avez publié tout cela, avez vu des animosités, vous répondez et vous dites que tout va s'arrêter. Mais ça ne s'arrête pas, ça dure 3 ans. Vous entendez, déjà vous annulez toutes vos vacances parce qu'un universitaire, avec le salaire qu'il a, et voit sa réputation déjà partir en fumée, autant d'années passées à construire une petite réputation et tout va s'écouler, donc vous ne dites rien à personne. Vous en parlez à un ami qui lui-même a fait l'objet d'une action de ce type, mais beaucoup plus médiatisée, avec une personnalité très médiatique. Et vous lui demandez si on peut se voir dans un café, mais en catimini, sans lui dire ce qui se passe. Et là, il vous dit, mais sois attentif à ce que tu sois défendu par un avocat pour toi-même. Il est vrai que mon éditeur me dit, si vous voulez qu'on paye l'avocat, en revanche, on prend le même. Et ce qu'il a fait, mon éditeur, c'est qu'il s'est précipité à déjà vouloir proposer un chèque aux intéressés, première chose. Autre claque, parce que reconnaissance de ce qui est une culpabilité par ailleurs, même par l'entourage, ceux-là même pour qui on alimente quand même l'édition. Et puis deuxième chose, vous vous rendez compte, vous faites une erreur, 2 erreurs, des recherches, vous vous rendez compte que votre article a disparu des bases de données juridiques. C'est-à-dire que l'éditeur a supprimé votre article des bases de données juridiques. Et là, pour un auteur, imaginez les autodafés, c'est à ce niveau-là de claque et de violence. Évidemment, c'est terminé depuis 2017, et vous voyez, j'en parle encore avec émotion parce que je refuse, je ne me suis jamais exprimé sur ça, parce que ça va faire une forme d'intimité, mais je voulais le faire partager aussi parce que le monde académique est un monde qui, contrairement au vôtre, par exemple, n'est pas organisé de la même manière, qui ne témoigne pas de ce genre de choses, parce que les uns et les autres sont isolés.
Donc je voulais faire partager ça pour une expérience avec aussi, ce que je n'exprime jamais en tant que juriste, puisque je le suis, avec le ressenti. Vous vous retrouvez dans, et si vous êtes pénaliste les uns les autres, vous avez le palais de justice, il y a le couloir d'instruction. On vous dit tout de même, sous le ton de la blague, mais avec recul, surtout ne vient pas avec des chaussures à lacets, mais des boots, parce que, ben voilà, on peut te demander de les enlever, vous savez le risque que ça peut entraîner si on a envie d'attenter à ces jours. Puis là, vous êtes en train de dans le cabinet du juge d'instruction des juges extraordinaires, parce qu'elle vous dit les choses de manière tout à fait objective. Alors vous prenez du recul en vous disant, au moins je suis traité comme tout le monde, il n'y a pas une justice pour les riches et pour les pauvres. Quand je dis riche, moi c'était pas d'un point de vue financier, c'était riche en ce que je comprenais, ce qui se passait. Et c'est là encore une autre claque. C'est le médecin qui est victime d'une erreur médicale et d'une faute médicale. C'est pire, parce que vous devez faire avec ce qu'on vous a mis, toute la saleté qui est sur vous, vous devez alors mener ce combat. La juge d'instruction vous dire des mots qui sont aussi des chocs, juste exprimer, parce que c'est cette réalité-là qui fait ensuite qu'il y a des textes et qu'il y a des propositions de directives et des recommandations. Quel est ce choc quand on est professeur de droit? La juge d'instruction qui vous dit, vous savez, mon avocat qui d'ailleurs, c'était pas prévu, mais il est présent dans la salle, il disait, vous savez, c'est contre-intuitif. Qu'est-ce que j'ai mis du temps à comprendre le mot contre-intuitif? Je me souviens très bien de cet adjectif, Maître Boissavy. Contre-intuitif, c'est que, contrairement à ce qu'on a appris sur les bancs de faculté de droit, dans ce domaine-là, je ne sais pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi, le juge d'instruction n'a pas de pouvoir d'instruire à charge et à décharge. Et elle me dit, je le sais en y entrant, bien sûr, je vais avoir l'obligation de vous mettre en examen. Et alors, je vais me dire, so what? Quand, par exemple, on parle beaucoup des journalistes et défenseurs des droits de l'homme. J'ai parlé avec des journalistes à qui c'est arrivé, je ne vais pas dire fed up, mais pour eux, bon, c'est presque mettre un peu la gloire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le même rapport. Mais quand un juge d'instruction vous regarde droit dans les yeux en vous disant, vous êtes bien professeur Méret, oui, bien, je vous mets en examen, d'accord, et je vous maintiens en liberté, vous signez le papier, maintien en liberté. Bon, bah, vous sortez du palais de justice, dans ce lieu où vous êtes venu par ailleurs pour y voir des colloques, pour intervenir comme conférencier, puis vous dites, bah, il va y avoir un procès. Donc il va y avoir un procès pénal. Que se passe-t-il? Il y a le temps d'instruction. Moi, le rapport du temps, je trouve que c'est pas négatif. Ça a pris le temps qu'il fallait et so what. Simplement, ce temps, c'était un temps pendant lequel j'avais le statut de mise en examen. C'est une réalité. Et que se passait-il pendant ce temps-là? J'étais membre du groupe de travail nommé par le ministre de la Justice. J'étais membre de telle autre commission, si ça l'autre. Et que faisaient les vilains, je les qualifie comme ça, si vous voulez bien, ils passaient des coups de fil en disant vous savez que le professeur Méret est mis en examen. Et c'est vrai, c'est une réalité. J'étais bien mis en examen pour diffamation. Voilà la claque. Autre claque, le droit. Être juriste et comprendre que, je vous ai dit présomption, je vous ai dit mise en examen automatique. L'autre claque, c'est de se dire que le simple fait de citer une décision de justice en se référant aux personnes morales et jamais aux personnes privées est une présomption de diffamation. Voilà le texte à l'époque, il l'est toujours, la jurisprudence a changé sous le fait de mon affaire. Et vous dire, vous êtes présumé de mauvaise foi. Alors là, on me l'a répété tellement, vous êtes c'est la probation républicaine, c'est à moi de prouver que je voulais pas mal faire en citant une décision de justice. Donc, et ça, il faut se rendre compte de la violence de cette loi de 1880, qui est une loi qui est là pour la liberté d'expression, avec toutes les qualités qu'il donne. Je veux juste exprimer que là, clairement, vous vous retrouvez à devoir prouver l'improuvable, qui est « je ne voulais pas mal faire ». Alors on vous rassure, le conseil vous dit « non mais vous serez relaxé ». Mais là aussi, j'ai appris mon droit pénal, l'élément matériel, l'élément moral, sous bénéfice de la bonne foi, en l'occurrence. Bon, c'est ce qui... Le procès a lieu, encore une forme de violence. Vous avez l'avocat d'en face joue son rôle, si vous voulez, c'était normal, il a utilisé ce qui était... Moi, je n'ai aucune véhémence contre ceux qui ont utilisé la loi. Ils ont fait ça, ils étaient agacés. C'est vrai que quand j'ai écrit que c'était un trafic de déchets organisé et que ça relevait de la Convention de Palerme sur la criminalité organisée, c'était une réalité. C'est vrai que ça fait mal là où je pense, sûrement. Donc ils l'ont vu une forme d'atteinte à l'ego qui fasse cette action n'est pas en soi problématique. Non, la violence, elle vient de ce qu'impliquait la loi et toute la procédure par ailleurs. Donc vous avez ce procès avec une belle surprise qui est lorsque la procureure prend la parole en disant il y a un abus, ce n'est pas acceptable. Bon, dans la cour d'appel, il n'y aura pas le même support de ministère public. Et puis vous avez quand même l'avocat en face qui fait son job et qui vous démonte la tête en vous disant mais vous voyez quand même. Donc bon, et puis je me souviens. Ces premiers profs qui se sentent tellement à l'aise sur sa chaire que je m'avance même au-delà de la barre et le président
de la chambre me dit Monsieur Néré, oui, c'est normal, je suis pas trop à ce moment-là, vous voulez bien rester derrière. Donc c'est très bien, ça me remettait à ma place et c'était ma bonne place. Bref, tout ça fait que je suis censé gagner ce jour-là, mais moi, on me dit, mais si, c'est bien, et moi, je ne trouve pas que ce soit bien, parce qu'il y a une relaxe au bénéfice de la bonne foi. Et qu'est-ce que ça signifie? Il est écrit que l'élément matériel est rempli. Donc, l'exercice de mon métier, le devoir que j'ai de critique, signifie que, systématiquement, je peux me retrouver à un tribunal, et tous mes collègues, lorsque la décision est commentée, une décision de condamnation de ce type. Et dans la cour d'appel, la présidente de la cour d'appel, qui fait son boulot, bien entendu, utilise un mot qui là, me donne, c'est plutôt un uppercut, qui dit, mais écoutez, de quoi vous vous plaignez, vous avez, comme les journalistes, vous prenez des risques, et il faut que vous assumiez les risques. Et là, ça vient des tripes, évidemment, il y a la plaidoirie brillante qui suit derrière, mais je dirais, moi, quand j'ai eu à conseiller des personnes victimes de dommages médicaux, par exemple, il y avait mon ressenti, puis tout ce qu'on peut mettre juridiquement et techniquement, heureusement, et puis après, il y a la victime, et ce qui sort de ses tripes. Ben, ce qui sort de mes tripes à ce moment-là, c'est qu'elle m'envoie dans la tête, vous allez retourner à votre métier, et puis on va peut-être se revoir dans pas longtemps. Et là, je lui dis, moi, si vous caractérisez l'élément matériel systématiquement, ça signifie que je ne peux pas continuer mon métier. Il s'avère que j'ai un autre défaut, c'est que j'ai eu le concours de la magistrature en même temps que celui de la maîtrise de conférence. Et je dis, vous savez, je n'ai pas choisi celui-ci, j'en ai choisi un autre. Mais si j'avais choisi votre place, finalement, en rendant une décision de justice, il y avait toute l'organisation judiciaire qui fait que le droit de critique devant la cour d'appel, mais jamais personne n'aurait pu aller poursuivre en diffamation. Alors, je pense qu'elle ne l'a pas très bien prise, mais venant des tripes, tout de même, la décision de justice était une belle décision de justice qui reconnaissait que pour les professeurs de droit qui avaient ce devoir de critique, il ne peut pas y avoir d'éléments matériels caractérisés a priori, et qu'il faut rapporter la preuve de cet élément matériel. Ça, c'est une grande victoire. Alors oui, c'est un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 28 septembre 2017. C'est pas spectaculaire, ça vous a un genre de droit, mais il y a eu un rapport commandé par le ministre de l'Éducation nationale ensuite, et il y a eu aussi la question financière, parce que vous dites que vous allez vous retrouver avec votre slip, parce que ce sont des frais qui ne sont pas négligeables. Donc je voudrais, parce que c'est difficile de le faire en 10 minutes, mais je veux respecter le temps pour tous les autres, je voudrais faire dans un second temps un petit regard sur le changer le droit. Autre défaut que j'ai, c'est que le hasard de la vie a fait que, après cette affaire, très rapidement après, je me suis retrouvé à être au Conseil constitutionnel comme directeur de cabinet du président du Conseil constitutionnel. Alors, c'est un hasard, et je ne m'exprime pas aujourd'hui en ces qualités, mais quand même dans le temple des libertés, j'ai appris quelques automatismes. Qu'est-ce que j'y ai vu par rapport à ce que j'ai entendu? Puis on a rencontré des magistrats, on a beaucoup parlé de la QPC. Je me souviens, c'est un témoignage, je me souviens de rencontrer un magistrat à Pau, un juge d'instruction, de dire à table, il ne connaît pas ma vie, moi je l'écoute, il y a M. Juppé avec nous, et puis il dit, vous savez, moi la QPC, j'ai une chose à dire, s'il fallait changer la loi, ce serait la possibilité de faire un relevé d'office. Parce que quand même, là où il était, peu importe, il a vu des poursuites contre des profs de droit, par des politiques qui voulaient les faire taire, et il a vu que c'était abusif, mais il ne pouvait rien faire. Il dit voilà, là, je trouve que dans cette question d'équilibre entre d'un côté la liberté d'expression et de l'autre le droit d'agir en justice, que sont les deux droits et libertés d'égale valeur qui sont en perspective, là il y a un déséquilibre. J'ai trouvé ça tout à fait intéressant. Donc, dans les questions de changement de droit, ces textes sont une très bonne nouvelle. Comme vous le dites, alors tous les uns les autres, vous direz quelles en sont les limites. Moi, ce que j'y vois, c'est que c'est un appel pour une réflexion sur ce qui est le droit aujourd'hui en France, sur plusieurs points de vue. Pourquoi une instruction qui ne serait pas à charge et à décharge ici? Parce que le principe d'égalité par rapport à d'autres cas n'est pas respecté. Ce sont les sanctions. Là, le vilain a dû être condamné à quelques dommages et intérêts qui étaient exceptionnels, dit-on. Alors je ne sais plus, je crois que c'était peut-être 2 000 €. Oui. Vous savez, quand votre fille de 3 ans et demi, le matin, alors vous allez aller au procès, vous dites, mais papa, pourquoi on veut te mettre un chiffon sur la bouche? Bon, encore une fois, vous êtes dans le taxi, vous dites, waouh, ça a quand même marqué une famille pendant 3 ans, parce que vous dites, mais qu'est-ce que vous auriez mieux fait de vous taire? Est-ce que vous allez continuer? Parce que tout ça, pourquoi? En fait, tout ça, pourquoi? Si j'y gagne quoi? Moi, rien, en l'occurrence. Donc la question des sanctions,
parce que le parquet aussi, le parquet pourrait très bien avoir une action plus forte, notamment pour solliciter, pour action abusive, pour solliciter et soutenir une action en réparation qui, je sais bien, il n'y a pas de dommage et intérêt punitif, c'est quelque chose qui, par rapport au principe de réparation intégrale, peut-être une vraie réflexion, mais il y a un vrai sujet. Et puis penser aux académiques. Moi j'ai eu des appels ensuite, personne ne s'est pas publié, parce que les gens se renferment. J'ai vu, alors que je venais de terminer, un professeur de Nice qui travaillait sur le partenariat public-privé, critiquer une décision d'une grande mairie, m'appelait, il était quasiment en pleurs, mais je lui disais, j'ai connu ça il y a 3 ans, et il est confiant, je ne l'ai jamais vu de ma vie, je ne sais pas ce qui s'est passé pour lui, mais sachez que ce phénomène très courant aux États-Unis ou au Canada, qui là-bas, parce qu'ils sont plus organisés, surtout ils se mettent davantage en avant, parce qu'en fait nous c'est surtout on serre les fesses, pardonnez-moi la vulgarité, et puis quand ce sera terminé, les choses se tasseront. C'est ce qui s'est passé. Et si je parle aujourd'hui, c'est aussi pour tous ceux et toutes celles qui se sont tus, un autre professeur de m'appeler, de me dire qu'il était dans les dom-toms. Moi, j'ai commenté une décision de justice, j'ai eu des menaces de mort, j'ai eu des actes me montrant que ma vie était en danger, ben, j'ai déménagé. Un autre de me dire, mon article a été communiqué alors qu'il était sous la forme des épreuves, donc bon, avec le bon à tirer, il a été communiqué, on m'a envoyé des menaces d'un procès avec des risques tellement lourds que j'ai décidé de retirer l'article. Je veux quand même dire tout de même que oui, après j'ai tenu, oui, aujourd'hui je suis à la croisée des droits et libertés fondamentales, mais tout cela laisse des marques. Mon mot de conclusion est le suivant. L'équilibre à rechercher entre cette loi de 1880, entre le droit d'agir en justice et la liberté d'expression, me semble devoir et pouvoir être arbitré avec une notion qui est peu présente, qui m'est arrivée ce matin en rencontrant une collègue italienne spécialiste des questions de droit pénal et de la liberté d'expression. Elle me dit, tout cela a à voir avec le droit à la vérité. Et je crois que c'est ça dont il s'agissait. C'est-à-dire que dans mon expression, il s'agissait d'exprimer une vérité qui est la vérité judiciaire, évidemment une vérité qui ensuite peut faire l'objet de critique. Mais c'est ça qui doit servir à déterminer et à faire le départ entre ces deux droits et libertés dont certains ici, je suis sûr que si je fais un trait au milieu, 50% sont pour que la loi de 1880 ne change pas. Et je me souviens de débat à la suite de mon affaire, on disait mais non c'est très bien, il ne faut pas le toucher. Puis 50% qui se disent mais tout de même, pour celui que ça concerne le premier, vous peut-être que sur d'un point de vue du marché que vous avez, vous en paieriez peut-être un peu, mais je peux vous dire que pour moi, ce n'est pas un marché, c'était une partie de ma vie. Merci pour votre attention, j'ai été trop long. Merci beaucoup Laurent. Je vais tout de suite donner la parole à Sophie Chéniaud qui va nous présenter un petit peu peut-être l'architecture du texte et un petit peu ses quelques réflexions, alors même que le débat est en cours au sein du Conseil de l'Union européenne. Merci Monsieur le Président, bonsoir à tous. Je ne suis pas non plus ni avocate ni défenseur des droits, mais je veux dire que je suis très heureuse d'intervenir après le professeur Méret, qui démontre, je pense, par son expérience très concrète et très personnelle qu'il nous livre, l'importance, s'il en était besoin, de réfléchir à une réglementation sur le sujet. Et j'interviens ce soir car j'ai la chance de piloter pour la France, en lien bien sûr avec les directions ministérielles qui sont représentées ce soir, les négociations de la proposition de directive que je vais évoquer sur les SLAPP au sein du Conseil de l'Union européenne. À ce titre, je le précise tout de suite, je vais cibler mon intervention sur les travaux en cours au sein du Conseil des ministres de l'Union européenne. Monsieur le Président l'a évoqué, d'autres travaux sont en cours au niveau européen et d'autres en parleront mieux que moi tout à l'heure au sein du Conseil de l'Europe et je n'en dirai rien sauf à observer qu'il est très intéressant, me semble-t-il, de constater que les approches adoptées dans chacune de ces enceintes sont très proches. Alors pour reprendre rapidement, parce que ce n'est pas le cœur du sujet, mais l'historique des travaux à Bruxelles, ce qui est, je crois, particulièrement notable pour ce qui est de cette initiative relative aux procédures Bayon, c'est que l'impulsion est véritablement venue de la société civile. C'est loin d'être usuel pour toutes les propositions qui sont présentées et
Et je le signale parce que je crois que c'est très significatif dans ce dossier. Ce sont véritablement les organisations, par des appels notamment lancés en 2020, en juin, puis en décembre, un modèle de directive qui a été présenté par des organisations non gouvernementales, qui ont mis une certaine pression politique, et je le dis là dans un sens très positif, auprès des institutions européennes. Et à la suite de cette impulsion, les trois institutions que sont la Commission, le Parlement européen et le Conseil des ministres se sont véritablement saisis du sujet. Et les choses sont allées à l'échelle de l'Union européenne, bien sûr, relativement rapidement, puisque nous avons eu le 27 avril dernier la présentation par la Commission d'un paquet sur le sujet composé d'une recommandation et d'une proposition de directive, les deux textes étant véritablement pensés comme complémentaires l'un de l'autre. Alors, quelques mots sur la recommandation, qui est un instrument non contraignant pour les États membres, effectivement, non contraignant, mais qui fait néanmoins autorité, surtout sur un sujet comme celui-ci, dont la société civile s'est saisie. Cette recommandation, elle est relativement ambitieuse, et elle propose aux États membres de s'assurer que leur cadre juridique prévoit les garanties nécessaires pour traiter les procédures bâillons, en introduisant au sein de l'ensemble des procédures, y compris les procédures internes, et c'est important, j'y reviendrai tout à l'heure sur la directive, un certain nombre de garanties qui sont également comprises dans la directive et dont je dirai un mot plus tard. Cette recommandation, elle porte également sur un certain nombre d'actions plus générales, des actions de formation, de sensibilisation, un recueil des données par les États membres, et on a véritablement un panel d'outils qui vise à éveiller un petit peu la conscience à la fois des professionnels et du grand public sur cette thématique des procédures bâillons qui reste finalement assez méconnue. Je vais néanmoins, après avoir dit ces quelques mots sur la recommandation, concentrer plutôt mon intervention sur la proposition de directive, qui est cette fois un instrument contraignant pour les États membres, directive qui prévoit donc des garanties procédurales tendant à lutter contre ces procédures bâillons. Alors je vais tout de suite commencer par les limites de ce texte, car les limites sont effectivement importantes. Et les limites tiennent principalement, je crois, au champ d'application du texte, qui est doublement limité, puisque le champ de ce texte est limité à la matière civile et commerciale, et il est limité aux procédures présentant un caractère transfrontière. Alors, cette limitation, elle ne tient pas à un parti pris politique ou à une faiblesse technique du texte, et je tiens à insister sur ce point, elle tient à la base juridique. Sur laquelle l'Union fonde son intervention, c'est l'article 81, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et il se trouve que l'Union a des compétences relativement limitées en la matière. Les États membres sont très jaloux de leurs prérogatives en matière de procédure civile et peut-être encore plus pénale, et l'intervention de l'Union est donc très ciblée, et elle laisse hors champ la matière pénale, ce qui est très significatif, puisque dans de nombreux États membres, dont la France bien sûr, la diffamation relève du droit pénal. Elle laisse également hors champ toutes les procédures internes qui ne présentent pas de caractère d'extranéité. Même si les États membres sont invités par la Commission à surtransposer la directive, et à adopter l'ensemble des dispositifs qui sont proposés, y compris au sein des procédures internes. Mais cela étant dit, le texte ne le prévoit pas. Donc ce à quoi seront contraints les États membres ne concerne que les seules procédures transfrontières. Alors pour parler maintenant rapidement du texte proprement dit, ces précisions étant faites quant au champ d'application, la grande problématique, bien sûr, qui irrigue les discussions au Conseil de l'Union européenne, comme je crois elle avait déjà irrigué les réflexions de tous ceux qui se sont penchés sur le sujet, c'est celle de la recherche d'un équilibre entre la protection de la liberté d'expression, d'information, via l'introduction de ces dispositifs qui visent à protéger les victimes du SLAPP, et de l'autre côté, le droit d'accès à la justice, sur lequel il n'est évidemment pas question de transiger. Alors bien sûr, si on examine des cas qui sont
identifiés de manière évidente comme cela, comme le cas qu'on a entendu ou des cas qu'on examine a posteriori. On identifie tout de suite qu'il ne s'agit pas pour le demandeur de faire valoir son droit d'accès à la justice, mais bien plutôt d'instrumentaliser cette justice pour exercer une certaine pression. Mais la difficulté, je crois qu'on le pressent assez facilement, c'est qu'il n'est pas toujours aussi facile d'identifier, particulièrement en début de procédure, les affaires qui constituent des SLAP. Ce ne sera pas toujours évident parce qu'une telle identification, et je renvoie aux définitions qui sont dans le texte, que vous trouverez très facilement sur Internet, nécessite de mettre au jour à la fois l'objectif poursuivi par le demandeur, et donc un élément subjectif et un élément plus objectif qui tient au caractère fondé ou non de la demande. Et l'architecture de la proposition de texte répond en quelque sorte à ce constat, puisque le texte prévoit 2 seuils de protection. Dans l'état dans lequel il a été présenté par la Commission, je ne sais pas dans quel état il sera après examen par les co-législateurs. Le premier seuil de protection, c'est lorsqu'une procédure apparaîtra manifestement infondée. Donc on a un seuil qui est assez haut, avec un caractère d'évidence, qui est celui du manifestement infondé. Dans ce cas, le magistrat aura la possibilité de prononcer un rejet anticipé de l'affaire, donc très tôt dans la procédure. Le deuxième seuil, qui nécessite un examen plus approfondi, et on en vient là à cet examen de l'élément subjectif que j'évoquais, qui est l'objectif poursuivi par le demandeur, c'est le seuil de la procédure manifestement abusive. Et ici, lorsque ce manifestement abusif sera ou non caractérisé, les juridictions auraient un panel d'outils bien plus étendu que celui du rejet, avec la possibilité de prononcer des sanctions, d'attribuer une réparation intégrale du préjudice, d'octroyer une garantie aux défendeurs, etc. Le texte prévoit aussi, au-delà de cette protection qui est donc interne à l'Union européenne, comme il est classique pour un instrument de l'Union, des protections contre les décisions qui seraient rendues dans un pays tiers. Alors, ces dispositions qui sont relativement innovantes dans ce type d'instrument, elles sont intéressantes en ce qu'elles ont pour objet d'éviter des stratégies de contournement qui consisteraient pour un auteur de SLAP à aller obtenir une décision dans un État tiers à l'Union européenne et à aller ensuite chercher la reconnaissance, l'exécution de cette décision au sein de l'Union à l'encontre d'une personne qui serait domiciliée dans l'Union européenne. Donc on a 2 dispositifs, très rapidement, je vais essayer de ne pas être trop longue. La reconnaissance et l'exécution d'un jugement qui apparaîtrait avoir été rendu dans le cadre d'une procédure Baillon devra être refusée au sein de l'Union européenne comme étant manifestement contraire à l'ordre public. Deuxième dispositif, c'est la création d'un chef de compétences spécial qui permettra à une personne victime d'une procédure Baillon engagée dans un pays tiers d'aller demander réparation auprès des juridictions de son domicile. Voilà, je m'arrêterai là. Voilà, gros trait, ce qui est proposé. Peut-être simplement un mot pour dire que j'ai commencé par parler des limites du champ d'application. Je dois tout de même insister sur le fait que le champ d'application personnel est en revanche très large, puisque la protection est offerte à toute personne participant au débat public. Donc il n'y a pas de limitation en termes d'activité particulière, et c'est véritablement l'activité exercée, donc cette participation au débat public, qui déclenchera la protection. Donc de ce point de vue-là, le texte propose un champ d'application qui me semble-t-il particulièrement large. Alors un mot peut-être sur le calendrier pour terminer, pour essayer de rendre les choses un tout petit peu plus concrètes. Vous le savez sans doute, à partir de la proposition de la Commission, que nous avons donc sur la table le 27 avril, s'engagent des discussions parallèles au Conseil de l'Union européenne et au Parlement européen, qui sont donc les co-législateurs. Les discussions au Conseil ont commencé très rapidement.
Je dois souligner, je ne pourrais pas ne pas le faire, qu'elles ont été engagées sous présidence française et que la France a tenté de donner une impulsion très forte à ces négociations. Et ce n'est qu'une fois que ces deux co-législateurs auront respectivement adopté une position que les trilogues, donc les discussions entre institutions, pourront débuter. Et que la perspective d'un accord politique et donc d'une adoption du texte pourra se dessiner. J'espère que nous pourrions tabler sur une adoption du texte avant la fin de la mandature, donc en 2024. Même s'il est toujours très difficile, s'agissant de droit de lieu, d'avancer des dates, et je n'y hasarderai pas. Autrement dit, les discussions ne sont pas terminées, loin s'en faut. Je ne parle même pas de la transposition au niveau national, il sera un délai supplémentaire. Et je crois véritablement que les espaces de discussion, tels que celui que vous nous offrez ce soir, sont non seulement utiles, mais véritablement indispensables. Si nous voulons aboutir au niveau de l'Union européenne, mais de manière plus générale dans toutes ces réflexions sur la réglementation, à des instruments à la fois équilibrés et utiles, et je crois que nous sommes tous convaincus de l'utilité de ces instruments. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet exposé. Comme vous l'avez souligné, c'est un texte qui fait finalement l'unanimité, tout au moins, semble-t-il, parmi les États. Il n'y a pas d'État qui serait contre ce texte, enfin, tout au moins à ce jour. Vous avez également souligné quelles étaient les personnes qui étaient ciblées par l'objet de ce texte. Alors, si on cite notamment les journalistes et les défenseurs des droits humains, vous avez aussi évoqué que la définition est assez large et qu'elle pourrait comprendre aussi les avocats, même si les avocats ne sont pas explicitement cités dans l'article 1er de la proposition directive. C'est donc la raison pour laquelle je vais donner la parole à une avocate qui suit particulièrement ces questions, qui représente également la conférence des bâtonniers et qui est l'experte de la France auprès du Conseil des barreaux européens, car le Conseil des barreaux européens va bientôt rendre sa proposition de commentaire de cette proposition directive en faisant des remarques tout à fait intéressantes. Christine. Merci, Monsieur le Président. J'en profite pour saluer le président de la conférence des bâtonniers, Benoît Blanquer, voilà, qui est venu écouter que je n'entends pas trop de bêtises. Voilà. Oui, merci de cette introduction, Monsieur le Président. Donc effectivement, j'ai la chance, d'ailleurs avec Mathieu Boissavi aussi, de participer aux travaux du groupe de travail ad hoc qui a été constitué au sein du CCBE pour travailler sur voilà, les commentaires que la profession pourrait avoir sur ce projet de directive et sur les recommandations d'ores et déjà formulées. Alors, il y a un certain nombre, je ne reviendrai pas justement sur le champ d'application et sur la question de savoir si les avocats étaient concernés ou pas, parce que c'était justement une des préoccupations, je dois dire, qu'on avait relevées dès le départ, parce que si on est assez vite identifié, malheureusement souvent comme étant des acteurs dans le sens négatif du terme, parce que qui dit procédure dit avocat, qui initie la procédure, qui assiste un client pour porter une action devant les magistrats, et donc que nous soyons en fait des instruments pour acteurs des SLAP et favoriser les SLAP, et bien nous avons aussi le regard de, eh bien, nous sommes aussi des défenseurs bien évidemment des droits et possiblement aussi victimes, justement, tu as évoqué des cas où on pourrait être victime, nous, dans notre profession professionnelle de la défense, aussi de ces poursuites bâillons. À ce sujet d'ailleurs, côté français, nous avons une réforme récente de la discipline qui ne porte pas en elle-même mais pourrait potentiellement, puisqu'elle ouvre plus largement les possibilités de saisine par des tiers, donc ça peut potentiellement augmenter simplement le risque de poursuites contre des avocats, parce que voilà, les clients pourront maintenant plus facilement, j'ai envie de dire, porter, il n'y aura pas seulement le bâtonnier ou le procureur général, mais ils pourront directement aller voir le conseil de discipline pour
porter des plaintes contre les avocats, et on peut voir comment ça peut potentiellement, on verra comment ça se passe, mais être une dérive de bâillons, voilà, de nous faire calmer. Donc sur ce point-là, eh bien on est rassuré que ce sera une application large et que les avocats potentiellement seront aussi pour bénéficier, on va dire, de ces mesures protectrices. Je voudrais mettre simplement la lumière sur certains éléments. D'abord, sur l'aspect, sur ce qui est prévu d'un point de vue procédural, parce qu'en tant que professionnel, on peut voir comme peut-être glissant dans le projet de directive. Et pour revenir après, plus particulièrement sur les recommandations, parce que là, par rapport aux règles déontologiques qui sont appliquées, là on nous demande voilà, une conformité, vous l'avez évoqué, de bien veiller à ce que soient présentes dans les réglementations, dans les législations nationales, des mesures propres à protéger contre les poursuites bâillons, et notamment des règles professionnelles qui sont suffisantes pour prémunir les justiciables de poursuites bâillons. Donc je reviendrai là-dessus, mais sur les garanties procédurales et les points que vous avez évoqués, il y a notamment cette procédure de rejet rapide des procédures judiciaires manifestement infondées, où là on peut quand même se poser par rapport à l'accès à la justice la question de cette possibilité qu'aura le juge d'emblée, avant même un débat sur le dossier, de pouvoir, puisque le défendeur invoquera le fait que c'est une poursuite bâillon que l'on est en train d'exercer contre lui, pourra stopper le débat judiciaire, demander au magistrat de rejeter le dossier, et en plus, et c'est peut-être, ça aussi c'est très important, avec un renversement à ce moment-là de la charge de la preuve, puisqu'il appartiendra au demandeur initial qui a introduit de démontrer, d'apporter une preuve négative, qui est quand même pas facile, pour pas dire impossible, que son action n'est pas une poursuite bâillon. Donc là, voilà, ça c'est un point, deux points d'ailleurs d'alerte, on va dire, et qui pose question du côté des avocats. Pour ce qui est aussi de cette notion d'ordre public qui permettra de ne pas faire exécuter une décision dans un pays, là aussi, il y a un risque de forum shopping, et on se demande comment on appréciera et comment ça va être traité dans les différents États, cette notion d'ordre public qui permettra d'empêcher l'exécution d'une décision de justice dans un des États membres. Alors pour venir voilà, plus particulièrement à notre profession et vraiment au cœur, j'ai envie de dire, de ce qui, voilà, là on est directement concerné, c'est cette question de l'alignement, et là c'est les recommandations déjà, l'alignement des règles de déontologie, où on nous demande, voilà, il est demandé que les États membres veillent à ce que, et notamment les règles déontologiques applicables aux professionnels du droit, voilà, comportent des mesures suffisantes pour une lutte efficace contre les poursuites bâillons. Sur ce point-là, le CCBE a d'ailleurs fait un questionnaire en fait, pour faire déjà un état des lieux, pour savoir ce qui existait déjà dans nos textes, et de manière très, je pense quasi unanime, les différents États membres du CCBE, et ça a été le cas en France, on a regardé notre réglementation, notre réglementation professionnelle, et il y a il y a toujours des notions de dignité, conscience, indépendance, probité, et plus précisément qui sont déclinées et qui, de manière tout à fait inhérente, imposent à l'avocat, lorsqu'il reçoit un client et lorsqu'il décide de défendre son client, de l'alerter sur l'action qu'il envisage et d'avoir ce regard critique et de ne pas voilà, porter une action qui serait une poursuite bâillon et qui pourrait être qualifiée de poursuite bâillon. Donc ces règles très générales, mais qui se déclinent aussi de manière plus précise, sont, à notre sens, suffisantes. Donc j'ai envie de dire, pour la profession, nous serions déjà, voilà, la recommandation, nous serions déjà en conformité, on va dire, avec ces exigences, d'autant qu'il faut quand même surtout avoir à l'esprit de l'indépendance que nous devons conserver nécessairement, et pousser le trait, c'est-à-dire se retrouver dans une situation où potentiellement des avocats pourraient
Parce que si on va plus loin, c'est quoi? C'est risquer des poursuites disciplinaires à un moment, ou de responsabilité, pour avoir introduit une action qui finalement serait considérée comme une poursuite bâillon et serait jugée. C'est voilà, une épée de Damoclès et un risque très très sérieux qui, par rapport à la liberté qui doit être conservée d'espérer en justice, de pouvoir porter, d'avoir accès à son juge et d'avoir voilà, l'article 6 de la Convention, l'article 13, un recours effectué, tous ces principes fondamentaux, là, il faut être extrêmement vigilant de ne pas arriver à une situation où notre profession serait trop voilà, restreinte ou aurait des restrictions dans sa liberté de défendre, sa liberté d'agir pour ses clients et de porter leur voix devant les tribunaux. Voilà, je pense que je m'arrêterai là, on peut poursuivre d'autres choses. Les points, je pense, essentiels. Peut-être, pardon, je rajouterai un élément qui n'a pas encore été évoqué, mais qui, je pense, est important. Il est aussi prévu les mécanismes de soutien pour les victimes, de favoriser. On est complètement, et peut-être j'aurais dû commencer par là, la profession soutient bien évidemment une politique de lutte contre les poursuites bâillons. Sur ce plan-là, sur les mécanismes de soutien des victimes et du pro bono, etc., certes, mais il faut le budget qui va avec, et ça c'est toujours une question, je me permets de le rappeler, voilà, l'aide juridictionnelle, enfin, la profession est toujours prête, bien évidemment, mais encore faut-il qu'il y ait quand même le mécanisme financier qui permet de soutenir ce système-là. Hein. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Christelle, de nous avoir présenté un petit peu la position des avocats français et européens. Et pour ne pas tarder plus encore, je vais directement passer la parole à M. Patrick Lefebvre, président transparentiel de France. Pardon. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être dans ce panel très, très distingué pour présenter un peu les enjeux que nous voyons sur ces procédures bâillons du point de vue de la société civile. Alors, le texte de la directive, en fait, a été largement, non pas inspiré, mais en tout cas poussé auprès de la Commission européenne par une quarantaine ou une cinquantaine d'organisations non gouvernementales, dont Transparency International. Nous étions représentés par on a un bureau à Bruxelles, et il y a un texte fondateur qui a été publié en novembre 2020 et qui partait d'un certain nombre de cas très concrets où des organisations signataires avaient été mises en cause et avaient été traînées dans les procédures bâillons, que ce soit Sherpa par le groupe Bolloré, enfin il est Sherpa et React France, que ce soit Transparency à Malte, et dans des conditions qui ont été tout à fait dramatiques, puisque une journaliste célèbre a été tuée parce qu'elle dénonçait des pratiques de corruption à Malte, et alors même qu'elle avait 47 procédures bâillons contre elle. Donc vous imaginez un peu ce que ça veut dire. Et donc ce texte nous a paru très important. Il fallait le faire au niveau européen parce que les droits des États sont quand même assez sensiblement différents. Alors certes, il y a des situations qui peuvent être relativement favorables, mais je prends juste un chiffre. En Italie, vous avez plus de... parce que c'est une grande pratique de dénoncer pour diffamation des journalistes. Et il y a plus de 6000 procédures qui ont été en fait invalidées par le juge par an. Donc ce sont des chiffres absolument colossaux. Et donc il faut voir que c'est une réalité très concrète et il est important de la porter au niveau européen. Alors, nous sommes en fait, disons, inspirés et confiants dans l'issue de cette directive parce que juste avant, il y a eu la directive sur les lanceurs d'alerte
qui vient d'être transposée dans la loi française par la loi dite Waserman du 21 mars 2022, et où on a des problématiques qui sont finalement assez semblables, puisque un des grands enjeux est de savoir quels forfaits financiers peuvent être accordés pour permettre aux lanceurs d'alerte d'être défendus, et quand il a une situation financière, parce que c'est souvent le cas, hein, le lanceur d'alerte, il va aller jusqu'à perdre son emploi dans des conditions qui peuvent être tout à fait épouvantables. Et donc, la faculté qu'a le juge de consentir des forfaits financiers, pas simplement sur les conditions d'instance, mais aussi sur en fait, le reste à vivre du lanceur d'alerte. Donc ça, c'est évidemment un point important qui peut nous servir de précédent. Et j'espère en tout cas que quand on sera au stade de la transposition de cette directive, c'est-à-dire le plus vite possible, nous veillerons à ce qu'on ait, comme pour la directive lanceur d'alerte, une surtransposition. Et je fais juste une parenthèse là-dessus sur les lanceurs d'alerte, puisque on bénéficiait de la loi Sapin 2, avec les articles 6 à 8 qui assuraient déjà un niveau de protection relativement satisfaisant, mais nous avons veillé à ce qu'il n'y ait surtout pas de recul. Or, jusqu'à la dernière minute, il y a eu des amendements qui pouvaient en fait se traduire par un recul. Alors, ce n'était pas évidemment du tout l'esprit de la directive telle qu'elle avait été adoptée. Donc, nous partons de cet acquis et nous aurons aussi à cœur de relayer tous les cas auprès des parlementaires, tous les cas de figure dont nous avons connaissance. Et il y en a un très grand nombre, et je voudrais parler de cela parce que je ne veux pas rentrer dans les détails de la directive. La position a été défendue de manière collective par l'ensemble des ONG, et maintenant c'est aux institutions européennes de faire leur devoir. À ceci près que nous avons veillé à ce que ce soit comme une priorité de la présidence française qui n'était pas nécessairement totalement acquis au départ. Alors donc le contexte, c'est d'abord évidemment les journalistes, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Transparency International France a un partenariat avec Reporters sans frontières qui développe l'alerte éthique. On peut citer les poursuites engagées par le groupe Bolloré contre Benoît Colomba et Florence Sultan, parce qu'ils avaient publié dans un ouvrage collectif, ils reprenaient en fait des éléments d'une insinuation comme quoi la stratégie du groupe de Bolloré contre les médias pouvait être qualifiée de filet dérivant, stratégie de filet dérivant. Et ça les a conduits au procès. On est allé en fait jusqu'à la Cour de cassation. Le groupe Bolloré est allé jusqu'à la Cour de cassation. Ça a été cassé par la Cour de cassation. Ça a été renvoyé à la Cour d'appel de Paris, qui a confirmé en mars 2022 sa décision de mai 2019 en condamnant le groupe pour procédure abusive. Vous avez tout récemment encore François Ruffin, journaliste bien connu avec son association Fakir, qui s'est trouvé embringué dans une histoire absolument abracadabrante, je ne dirais pas abracadabrantesque, qui va conduire en fait donc il était mis sous surveillance au motif que l'association et le film qu'il était en train de préparer, qui s'appelait Merci Patron, était en fait une opération de déstabilisation du groupe Bolloré. Du groupe LVMH, pardon, du groupe LVMH. Et donc, c'est allé en fait devant le parquet national financier qui a conclu à une convention judiciaire d'intérêt public. Et dedans, il y avait aussi une affaire qui était quand même très peu reluisante, puisque le groupe LVMH
avait surveillé les dirigeants du groupe concurrent Hermès. Tout ceci a donné lieu à une convention judiciaire d'intérêt public, mais qui privait en fait François Ruffin de ses droits légitimes pour obtenir réparation des faits d'atteinte à la liberté d'expression. Mais comme la convention a été homologuée par le juge, eh bien, il a constaté qu'il n'avait pas de voie de recours en France et il est monté à la Cour européenne des droits de l'homme. Voici quelques exemples dans le domaine des journalistes, mais vous en avez dans le domaine des avocats. L'avocat de Transparency sur les biens mal acquis a eu à connaître en fait de menaces judiciaires et extrajudiciaires au point que il s'est attaché la protection d'un garde privé quand il a eu connaissance du fait qu'il y avait des menaces très précises sur sa vie qui s'exprimaient. Quant aux lanceurs d'alerte, vous avez toute une série de cas qui sont intéressants et très emblématiques. Je vous recommande de ce point de vue le livre de Nicolas Forissier, qui était un auditeur interne du groupe UBS, et qui a fait paraître en 2022, en avril 2022, un livre qui raconte son histoire. Histoire épouvantable, puisqu'il avait mis en évidence une double comptabilité, qu'on appelle les carnets du lait, qui permettait en fait d'assurer le contrôle des transferts financiers entre la maison mère UBS et la filiale française, de façon à ce que tout le monde puisse bénéficier des mannes, puisque c'était un système en fait qui organisait l'évasion fiscale. Eh bien, ce sont des exemples très, très concrets, mais pour ceux qui vivent cela, les conditions dans lesquelles ils n'étaient pas protégés ont conduit à des situations qui sont tout à fait dramatiques. Et donc ça veut bien dire que, aussi bien dans ce que peuvent être des employés qui font leur métier et qui révèlent des faits qui sont de nature délictuelle, que ce soit des journalistes, que ce soit des avocats, tous ces acteurs et bien d'autres, parce que je pense qu'il faut aussi y ajouter les syndicalistes, même s'ils sont protégés en France. Donc tous ceux-ci auront à bénéficier de cette directive, mais la bagarre après sera pour une transposition dans des conditions qui garantissent la meilleure exécution possible et fassent en sorte que la France soit plutôt à la pointe de la transposition qu'en retard. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Évidemment, nous n'en sommes pas encore à la transposition, et nous savons, en matière de transposition des directives européennes, tout peut se passer. Une surtransposition est tout à fait possible, mais une transposition qui soit une réplique du texte sans aller au-delà est aussi une possibilité. Alors peut-être avant de donner la parole à la salle, je vais donner quelques instants la parole à Mme Chiska, qui représente la division média du Conseil de l'Europe. Et comme le disait M. Chénian, au même moment où l'Union européenne travaille sur ce texte, le Conseil de l'Europe a une démarche qui est un petit peu similaire, avec la seule différence évidemment que ce sera une recommandation et non pas un texte contraignant comme la directive de l'Union européenne. Alors Madame, je vous donne la parole et si vous pouvez intervenir quelques instants sur le travail du Conseil de l'Europe. Merci beaucoup. Merci beaucoup déjà de m'avoir invité. Bonsoir. Merci beaucoup. C'est confortable. Je suis heureuse de participer, impressionnée d'ailleurs par la discussion. Et merci de ne pas avoir oublié le Conseil de l'Europe dans cette discussion, parce que nous faisons partie de l'effort concerté pour les efforts concertés en Europe qui visent à améliorer la situation en matière d'obstacles à la participation publique. Je vais commencer par dire qu'au Conseil de l'Europe, cette problématique et la préoccupation vis-à-vis des poursuites Bayon n'est pas
forcément récente. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui ou d'il y a 2 ans. Elle a déjà fait l'objet d'une réflexion à travers des instruments qui ont été développés, notamment en matière de protection des journalistes et de la sécurité des journalistes. C'est un sujet qui a été largement évoqué traité par la Cour européenne des droits de l'homme dans sa jurisprudence relative à la diffamation notamment. Et donc le Conseil de l'Europe avait déjà cette réflexion. Maintenant, l'impulsion pour travailler maintenant, j'essaie de rebondir à la discussion, en fait, je change un peu la logique de mon intervention. L'impulsion est venue aussi de la part de la société civile. Nous avons eu aussi un appel, je crois, de la part d'une centaine d'organisations non gouvernementales qui ont adressé une lettre à la secrétaire générale demandant à ce que des orientations concrètes soient offertes aux États pour traiter de ce phénomène sans plus attendre. En même temps, il y a eu des appels successifs par les institutions du Conseil de l'Europe. L'Assemblée parlementaire, à plusieurs reprises, elle développe actuellement un rapport sur les SLAPP. La commissaire aux droits de l'homme, ainsi que la secrétaire générale elle-même dans ses rapports annuels sur l'état de la démocratie et des droits fondamentaux dans les États membres. La réponse de l'organisation, ça a été maintenant de créer un petit groupe d'experts, un groupe hybride formé d'experts indépendants et experts représentants des gouvernements pour élaborer une recommandation, une future recommandation du Conseil de l'Europe sur la question des SLAPP. Maintenant, pour rebondir par rapport à ce qui a été dit s'agissant du paquet législatif de l'Union européenne, et sans pouvoir présenter la future recommandation, parce qu'on est en train de travailler sur un premier projet préliminaire, les experts se sont déjà réunis au mois d'avril, une fois, quelques jours après la diffusion du paquet de l'Union européenne. Ils ont entre-temps préparé un premier projet préliminaire. Leurs premières discussions, justement, ont dû se porter à la lumière des textes communiqués par la Commission européenne. Et donc l'un des objectifs, c'est de voir aussi comment faire pour fournir des instruments qui se complètent, qui soient homogènes, qui soient cohérents et qui, en même temps, apportent quelque chose de particulier. Notamment pour le Conseil de l'Europe, il s'agit de la perspective des droits fondamentaux et de l'état de droit, qui est les valeurs, le résumé des valeurs que le Conseil de l'Europe promeut. Les experts se sont donc penchés sur le champ d'application personnel et il semble convenu que ce sera un champ large qui ira au-delà de la protection des journalistes pour couvrir l'ensemble des voix critiques. Je ne peux pas dire en ce moment si les avocats seront spécifiquement mentionnés, inclus. Par ailleurs, concernant la portée de la future recommandation, elle ne va pas, étant donné qu'il n'y a pas d'obstacle juridique, d'obstacle en termes de base juridique, elle ne devra pas se limiter à la dimension transfrontalière des poursuites Bayon. Donc elle pourra vraiment couvrir les poursuites nationales. Et une autre dimension importante, elle ne devra pas s'arrêter au volet droit civil. Donc le droit pénal et les questions qui relèvent du droit pénal seront couvertes. La question de la diffamation notamment, en s'appuyant encore une fois largement sur la jurisprudence de la Cour de Strasbourg. Et ce que les experts ont déjà fait dans ce premier projet préliminaire, c'est déjà une tentative de définir les principaux concepts, ce que c'est que le débat public, les questions d'intérêt public. Ils essaient de proposer une définition de travail de SLAPS, parce pour l'instant, il n'y a pas une définition consensuelle et complète. Et l'idée étant et ce serait l'une des valeurs ajoutées du texte du Conseil de l'Europe,
d'apporter des détails pour compléter. Maintenant, on a le texte final de la recommandation de la Commission européenne. La recommandation du comité du Conseil de l'Europe fournira par exemple des critères et des indicateurs pour pouvoir identifier, déterminer ce que c'est qu'une poursuite bâillon. Enfin, un faisceau d'indicateurs sur la base desquels un juge pourra à un moment donné considérer qu'il est confronté à une telle poursuite. Ensuite, ils ont formulé différentes catégories ou types, formes de SLAPS, y compris cyber, des SLAPS informatiques ou des poursuites pas concurrentes mais en parallèle, concertées, et d'autres types de phénomènes. Ensuite, bien sûr, ils se pencheront sur les victimes, sur le soutien aux victimes, soutien psychologique, juridique et autres, sur les acteurs, les auteurs des poursuites. Et la question est de voir s'ils vont s'arrêter aux acteurs privés ou dans quelle mesure les intervenants étatiques ou représentants des autorités publiques pourront être inclus, ainsi que les types d'actions. Et il y a une réflexion sur le fait de couvrir ou non la menace, qui est aussi, peut avoir aussi des effets dramatiques. Maintenant, je change complètement parce que je ne connais pas encore l'issue finale du texte. Le texte devrait être finalisé avant la fin de l'année prochaine et proposé pour adoption au comité des ministres pour le début de l'année 2024. Par rapport au témoignage qu'on a entendu et la dimension humaine, nous avons aussi une illustration de ce phénomène dans un livre que j'ai apporté mon propre exemplaire que le Conseil de l'Europe a publié il y a 2 ans, A Mission to Inform Journalists at Risk Speak Out, qui est dédié d'ailleurs à Daphne Caruana Galizia. C'est un recueil d'une vingtaine de témoignages de journalistes des États membres du Conseil de l'Europe qui ont ouvertement répondu à des interviews pour présenter les attaques et les pressions auxquelles ils étaient confrontés, et surtout qui ont essayé d'expliquer les stratégies qu'ils ont choisies, chacun à son niveau, dans son contexte individuel, pour résister, pour faire face aux pressions et continuer à faire leur travail et à remplir leur mission. Le titre se base sur l'une des interviews, la mission d'informer. Et voilà, c'est des témoignages forts qui sont aussi l'un des éléments qui ont fait qu'il était urgent d'agir. Maintenant, pour revenir au texte du Conseil de l'Europe, il s'adresse aussi, il faut dire qu'il s'adresse à un nombre plus important d'États. Il s'agit de maintenant 46 États membres. Et il n'y a pas de contradiction. Nous avons une coopération active et substantielle avec la Commission européenne dès le début de leurs travaux. Dans les consultations préalables, en fait, ils ont reçu de la part du Conseil de l'Europe un document assez substantiel qui, même avant le début de nos travaux, présentait quels seraient les domaines que nous, de notre perspective, on traiterait dans un tel instrument. Maintenant, on discute de notre futur texte à la lumière déjà, tenant compte de ce qui existe à Bruxelles, mais l'idée c'est de pouvoir compléter cet instrument et donner aux États une plateforme solide. Par ailleurs, le Conseil de l'Europe a une capacité déjà prouvée pour accompagner les États dans la mise en œuvre à travers des expertises législatives, là où il faudra changer de loi, à travers des programmes de formation, que ce soit pour la profession judiciaire, pour les journalistes, des contacts avec les conseils de presse. Donc on dispose d'une capacité d'assistance et de coopération avec les États
qui pourra en fin de compte servir à mettre en œuvre l'ensemble de ce paquet que j'appellerai un paquet européen. Voilà, je m'arrêterai ici. Merci beaucoup pour cette présentation très complète. Il était important effectivement qu'il y ait quelqu'un du Conseil de l'Europe qui vienne présenter le projet de recommandation du Conseil de l'Europe, alors même, comme je le disais tout à l'heure, l'Union européenne est en train de travailler sur ce texte. Alors je sais que nous avons dans le public l'experte française au sein du comité, Madame Sirinelli, qui est la vice-présidente du tribunal judiciaire de Paris. Donc je ne sais pas si elle souhaiterait dire quelques mots, se doutant qu'elle est dans une chambre qui s'occupe particulièrement de ces problématiques. Merci Monsieur le Président. Je vais rajouter juste quelques mots très rapidement à la présentation très complète qui a été faite. Effectivement, la spécificité de la recommandation du Conseil de l'Europe par rapport aux travaux de l'Union européenne, c'est que ça porte aussi sur le domaine pénal. Mais finalement, peut-être que cette problématique-là rejoint aussi ce que disait tout à l'heure Sophie Chéniaud, c'était très intéressant, elle disait ça ne porte que sur le transfrontalier, ça ne porte que sur le civil. Mais lorsqu'on va transposer cette directive en droit français, le civil, ça va toucher aussi le civil diffamation, puisque c'est vrai que nous avons beaucoup de procédures au pénal, nous en avons quand même quelques-unes au civil. Et si ça touche le civil diffamation, est-ce qu'on va avoir des règles différentes selon qu'on agit au civil et au pénal, selon qu'on agit dans quelque chose de transfrontalier ou dans quelque chose qui n'est pas transfrontalier? Donc il y a peut-être, c'était le seul sens de mon intervention, nécessité de réfléchir de manière très globale en fait, à la manière dont on veut adapter, dont on peut adapter le droit français aux travaux qui sont menés au sein de l'Union européenne, aux travaux qui sont menés au sein du Conseil de l'Europe pour avoir une cohérence de notre droit vis-à-vis de ces deux ordres juridiques dont les approches, vous l'avez dit tous, je crois, sont de toute façon très similaires. Voilà. Si je peux juste rebondir, Laurent, sur l'aspect transfrontier, qui, dans le projet de directive, est en plus à une exception particulière, puisque si c'est élargi, enfin il y a une façon plus large de comprendre le transfrontier là de manière spéciale sur ce projet de directive. Voilà, il est très discuté. Voilà. Alors je crois que Madame Sicurel est dans la salle. Elle est dans la salle, Madame Sicurel? Non, elle n'est pas dans la salle. Qui est donc la parlementaire européenne, qui est la rapporteure fictive sur ce texte qui viendra donc au Parlement prochainement. Donc je ne sais pas si dans la salle il y a quelques questions à l'un ou l'autre des intervenants. Oui. Bonsoir, Delphine Vins, rédactrice en chef de VSTI News. J'avais une question compte tenu du périmètre ou du champ d'application de la directive sur le fait que ce soit transfrontalier, civil et commercial. Est-ce que c'est pas plus intéressant du coup d'opter pour le statut de lanceur d'alerte ? Excusez-moi. Oui, je pense, en tout cas, il va falloir qu'on voit le texte qui résultera effectivement des négociations en cours, parce que là, on est quand même dans le cœur du réacteur de la négociation interinstitutionnelle. Donc, il faut qu'on voit. Moi, il me semble quand même que le texte lanceur d'alerte donne des garanties qui sont assez exceptionnelles, parce qu'il y a notamment la capacité, vous avez un système de lanceur d'alerte, il a la faculté de travailler en interne, mais aussi, il peut aussi travailler en externe. Il y a la protection qui doit être assurée en interne, au sein des entreprises en particulier, mais aussi la possibilité de saisir un certain nombre d'autorités. Il y en a 44 dans le décret qui est sorti il y a quelques jours. Et tout ceci, en fait, est piloté et coordonné par le défenseur des droits. Donc ça vous donne en fait une garantie qui est, à mon sens, du point de vue du droit, tout à fait significative. Mais
pour être lanceur d'alerte, il faut d'abord veiller à ce que on ne trébuche pas sur les problématiques des secrets, hein, puisque vous avez quand même un aspect de bâillon qui dit pas son nom, qui s'appelle les secrets. Bon. Ce système, il peut se détricoter assez vite. On a vu en particulier que là où on aurait saisi de manière illégale une information, eh bien, ça pourrait en fait conduire. Vous avez un amendement qui est sur la table qui n'a absolument rien à voir avec les cabinets conseils, mais qui se trouve dans la rubrique des cabinets conseils. Donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre de points qui sont très touchy. Donc, il faut qu'on soit attentif à éviter le détricotage de cela. Mais je pense que ça peut offrir une certaine garantie. Simplement, je ne pense pas que ça puisse couvrir le cas des académiques. Les enseignants-chercheurs, c'est pas ça. Les chercheurs, mais donc de toute manière, on a besoin de plus. Et donc, clairement, il faut aller de l'avant. Oui, merci Bruno Langlais, président de la conférence des bâtonniers. On atteint une difficulté, comment lutter contre une action judiciaire en y va en allant chercher une décision de justice. C'est assez compliqué d'essayer de paralyser une décision de justice à venir par une décision de justice, ouvrez les guillemets, plus rapide. Est-ce qu'a été audité le risque de complication pour le défenseur, je pense au professeur Néré, s'il avait eu à sa main les moyens manifestement infondés et, manifestement abusifs? L'aurait-il utilisé? S'il l'utilise et que c'est un échec, il va traîner cet échec durant toute la procédure à suivre. S'il l'utilise et c'est un succès, il va y avoir les recours sur ce succès. Et 1, et 2, et 3, pas 0, mais un niveau, 2 niveaux et la Cour de cassation. Si jamais catastrophe, c'est gagné, et puis c'est perdu en cassation, on revient, et 1, et 2, et 3, ça fait 6. C'est-à-dire que, est-ce que le remède ne risque pas, à un moment donné, d'être pire que le mal, et est-ce que ça a été audité? Bien sûr, mon observation ne tient pas compte et ne rentre pas sur la nécessaire indemnisation, la nécessaire prise en charge des frais, etc. Où là, il n'y a pas de discussion possible. Mais après, au niveau de la stratégie juridique, le manifestement, et on sait que le manifestement, ça peut être compliqué à atteindre, est-ce qu'il n'y a pas là un risque pour le défenseur? Oui, merci beaucoup. Je peux répondre très rapidement. Non, je peux rester là. Je crois que m'adresser à la salle. Alors, sur le fait que c'était été audité, je crois qu'il faudrait demander à la commission qui a fait la proposition. En tout cas, c'est très discuté. Et au Conseil, en tout cas, mais je crois que c'est une question qui est partagée par tous, cette question, cette préoccupation de ne pas complexifier encore davantage la situation des défenseurs dans des procédures qui constitueraient des SLAP est très prégnante. Et notamment l'articulation des concepts que j'évoquais de manifestement infondés, de procédures abusives. Est-ce que ce n'est pas trop compliqué d'avoir deux standards? Et est-ce que justement on ne risque pas d'alourdir les procédures et d'avoir un effet contre-productif? C'est une question qui est centrale dans les négociations au sein du Conseil. Donc je n'ai pas de réponse à apporter, mais plutôt des questions à partager. Merci. Donc Mathieu Boissavy, avocat au barreau de Paris. Je voudrais rebondir sur les propositions qui sont faites par la directive finalement et sur la situation concrète des victimes de poursuites bâillons, en France en tout cas. En matière pénale, très clairement, il y a à mon avis une réforme qui pourrait être faite et qui serait très utile. Ce serait la possibilité pour le juge d'instruction de mieux contrôler cette voie procédurale afin de ne pas être simplement une chambre d'enregistrement qui n'est là que pour collecter l'adresse de la personne mise en cause puis mise en examen et le renvoyer automatiquement devant le tribunal. Si
on modifiait le code de procédure pénale parce que clairement c'est une interprétation jurisprudentielle qu'on en a de ce rôle du juge d'instruction, si on modifiait le code de procédure pénale pour dire clairement que dans la loi de 1880, pour une poursuite en diffamation, le juge d'instruction a la possibilité de prononcer une ordonnance de non-lieu, quitte ensuite à ce que le plaignant, la partie civile, puisse aller ensuite directement faire, si elle le souhaite, une citation. En tout cas, la possibilité de mettre un terme à cette procédure, cela mettrait un terme à ces procédures abusives qui permettent à des parties civiles abusives de se prévaloir de la mise en examen pendant des années. Premièrement. Deuxièmement, et je m'arrêterai là, il y a à mon avis une autre réforme importante à faire, mais cela aussi peut-être une éducation des juges à faire en ce qui concerne la sanction des procédures abusives. Vous savez que la Cour de cassation nous dit, et là, dans l'affaire du professeur Néret, c'était une procédure exceptionnelle, une décision de la Cour d'appel exceptionnelle. Parce que la Cour de cassation nous dit, attention, si vous avez des propos diffamatoires, il ne peut pas y avoir de sanctions pour procédure abusive, même si vous gagnez sur la bonne foi, même si vous êtes protégé par l'exception de vérité ou l'exception de bonne foi, vous ne pouvez jamais obtenir la condamnation pour procédure abusive si le propos est diffamatoire. Même si vous pouvez tenir des propos diffamatoires sans être coupable de diffamation, tout le monde le sait. Donc là, il faudrait, à mon avis, que cette jurisprudence change, soit par la loi, soit par une jurisprudence de révolte de la 17e chambre correctionnelle, qui est mieux déjà à plusieurs égards, qui a tenté. En tout cas, on peut espérer que là aussi, il y ait une sanction financière par l'octroi de dommages et intérêts qui ne soit pas non plus modéré, je veux dire par là que sans en venir peut-être, il faut en venir aux dommages punitifs, je le souhaitais, mais en tout cas, des dommages et intérêts qui prennent en compte réellement le préjudice moral, et également, alors ça c'est autre chose, parce que la personne relaxée aujourd'hui, même avec la réforme de l'article 800-2 du Code de procédure pénale, ne peut pas obtenir correctement remboursement de ses frais d'avocat. Et là encore, il faut une réforme du Code de procédure pénale, et ça, on n'a pas besoin de l'Union européenne. Le gouvernement et le Parlement français peuvent le faire, changer le Code de procédure pénale pour que les personnes relaxées obtiennent un remboursement complet de leurs frais d'avocat. Voilà. Merci Mathieu. Je ne sais pas s'il y a une réaction à ces propos, peut-être de Madame Sirinelli, non? Je ne vais évidemment pas me prononcer sur les modifications jurisprudentielles ou non à venir à la 17e chambre. Néanmoins, je rappelle qu'il y a quand même eu quelques décisions récentes, notamment sur la possibilité d'obtenir des dommages et intérêts pour procédures abusives après désistement. Donc ce sont des réflexions qui ne sont pas uniquement celles des avocats et qui sont partagées bien évidemment par, je pense, tous les professionnels en matière de droit de la presse. S'agissant de la proposition de modifier les pouvoirs du juge d'instruction, donc de modifier la loi de 1880, juste quelques réflexions au fil de l'eau, en réalité. Si le juge d'instruction instruit ou sur la vérité ou sur la bonne foi, finalement, quel sera le rôle du juge? Parce que si finalement le juge d'instruction estime qu'il y a de la bonne foi et rend un non-lieu et que ça s'arrête là, on va finalement nous retrouver avec des cas où le juge d'instruction aura déjà eu un avis sur l'absence de bonne foi de la personne qui défend. Donc je ne sais pas comment ce serait faisable. La question qui peut-être peut se poser, c'est celle du caractère diffamatoire des propos. Parce que ça, c'est vrai que c'est quelque chose que le juge d'instruction n'apprécie pas, qui arrive souvent jusqu'à la 17e chambre et que parfois l'affaire s'arrête parce qu'on estime que tout simplement les propos ne présentent pas de caractère diffamatoire, ni sur l'exception de vérité, ni sur l'exception de bonne foi. Voilà, mais je m'interroge quand même sur ce rôle du juge d'instruction, mais ça rejoint aussi, là encore, cette question de la procédure de demande de rejet anticipé. Parce que c'est vrai qu'un juge d'instruction qui, encore aujourd'hui, n'instruit pas du tout, est-ce que ce serait à lui d'apprécier le caractère manifestement abusif ou pas d'une procédure? Là, on revient sur du très technique et sur du pénal, donc on s'éloigne peut-être un petit peu de la directive, mais si on prévoit une procédure, une plainte avec constitution de partie civile,
une procédure de demande de rejet anticipé de la procédure, ce serait a priori le juge d'instruction qui en serait la personne à même de l'apprécier, mais ça n'est aujourd'hui pas son rôle. Voilà, donc c'est sûr que si on va vers ces évolutions-là, législatives, jurisprudentielles, il va falloir repenser beaucoup de choses. Voilà, mais c'était que quelques très rapides réflexions, ça mériterait évidemment qu'on y passe beaucoup plus de temps. Merci beaucoup, je ne vois plus de mains se lever. Alors nous aurons évidemment l'occasion de revenir sur ce dossier sensible, en fonction de l'actualité, de l'évolution du texte au sein du Conseil de l'Union, puis ensuite devant le Parlement européen, avant même effectivement de parler de la transposition de la directive. Et nous serons attentifs aussi au contenu de la recommandation du Conseil de l'Europe qui, en fait, paraîtra avant même effectivement que le texte du Conseil soit adopté puis transposé dans les législations nationales. Donc, je voudrais remercier tous les intervenants qui nous ont fait l'amitié de venir et je vous invite tous à profiter de cette fin de soirée. Encore merci.